Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, on se met en mode extrascolaire, extra-school et on s'intéresse au sport le plus populaire au monde. Et oui, le football, c'est aussi le cas effectivement en France. Irina Capron a remonté le temps, une fois n'est pas coutume. Elle a sorti des archives, des petites images. Exactement. Ça, elle nous sort sa loupe dans un instant. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba. Quel est l'impact des Bleus sur notre jeunesse? Dans quelle mesure leur parcours aux différentes compétitions, que ce soit à l'Euro ou encore au Mondial, eh bien, booste le nombre de licenciés? On en parlera dans un instant. Et puis il y a le foot plaisir, mais aussi le foot en compétition. Les détections, bien évidemment, comment se faire repérer, comment faire carrière, comment passer pro, comment faire la différence. On en parle avec Baptiste Durieux. Bonjour Baptiste. Salut, bonjour à tous. Salut. Ouais, tout va bien. On est très heureux de t'accueillir ici, effectivement, sur School TV, journaliste RTL, et quand amateur forcément de football. On peut te retrouver quand sur RTL? Tous les jours, tout le temps, jour et nuit. Non, on va dire majoritairement le week-end. Ouais. Alors plus trop maintenant parce que c'est la fin de saison, mais vendredi, Enfin, samedi, soufflé. dimanche. C'est vrai qu'on s'est pas ennuyé cette saison à tous les échelons. On va en parler effectivement aussi avec Kevin. Kevin Cho, comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Très très bien, on peut se tutoyer, je t'en prie. Je n'ai que 45 ans. Je l'ai fêté la semaine dernière. Mec, il fait sa promo, tu sais. Ça va toi? Toi aussi, tu commences à vieillir. Ouais. Irina Capron. Mais toujours plus jeune que toi. Ce petit ton à chaque fois là, ça fait 2 ans que je supporte ça. Joueur de foot au Paris 13 Atlético, ça a été un peu compliqué cette saison. Ouais, ça a été compliqué. Un petit peu compliqué, on va en parler dans un instant et on est en Skype avec Cédric Angebar. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Très heureux de t'accueillir, entraîneur de foot à Blois Football 41 et bien évidemment ancien défenseur dans plusieurs clubs et notamment à la JOCR. C'est parti pour la loupe, les archives. Oh, je te mets une pression sur cette loupe incroyable là. Toujours. Mais ça va aller. Vous êtes magnifique. Merci, c'est Tu es gentil. magnifique plutôt. Merci. Il va très très bien. Et il est floqué ou pas? Il y a un nom derrière? Non. Il n'y a pas Irina, c'est... Non. Je le ferai peut-être plus tard. D'accord, c'est magnifique. Tu nous racontes l'histoire du foot? Oui, exactement. Alors, Allez. la plupart des personnes pensent que le foot vient de l'Angleterre, qu'il s'agit d'un terme anglais, foot, pied, et ball, ballon. Mais dans Et en l'histoire... fait, c'est les Égyptiens, c'est ça? Alors, Non. non. Pas Mais loin? dans l'histoire... Les Anglais n'ont pas été les seuls, ni les premiers à avoir joué au ballon. Plusieurs jeux, en fait, se revendiquent comme les ancêtres du football, comme le tsuchu en Chine, qui remonte au 2e, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Je ne pensais pas que tu étais remonté jusque-là, quand même. Ah bah, si, moi, je remonte toujours très Le loin. tsuchu. Exactement. Okay, allons-y. Et en fait, ça consistait à envoyer une balle remplie de plumes et de poils dans un petit filet. Et il y a également la soule française qui est à l'origine du football. C'était un jeu d'équipe qui est apparu au Moyen-Âge en 1147 en Bretagne, en Normandie et dans les îles britanniques. Et 2 équipes s'affrontaient autour d'un ballon rempli de foin. Et c'est au XVe siècle que la soule sera nommée football. C'est à ce moment que tu nous indiques que c'est dans le schnorr que le foot a été créé ou pas? Non. Allez, Valenciennes. Ce sont les Anglais qui ont inventé les règles. Exactement. En 1848, ce sont des étudiants des établissements de Cambridge qui ont ébauché les premières esquisses des règles du football. Alors, ce sont les règles de Cambridge, mais ce n'est qu'en 1863, avec la création de la Fédération anglaise de football, que ce sport adopte une véritable législation officielle. Donc, les règles interdisent, par exemple, de porter des coups de pied aux joueurs et de toucher le ballon avec les mains. Ensuite, le football devient un sport complètement professionnel en Angleterre en 1885 et le football s'est ensuite rapidement internationalisé. La Fédération internationale de football voit le jour en 1904 à Paris. La première Coupe du monde de football a lieu en 1930 en Uruguay et c'est ce pays hôte qui sera le premier champion du monde de football. Alors, petite anecdote sur le ballon, au Moyen-Âge, ils utilisaient des vessies d'animaux remplis d'air. Ah ouais, ça devient, ça y est. C'est moins charmant tout de C'est suite. moins charmant tout de suite. Mais le premier ballon a fait son apparition en 1855. Il y a combien de licenciés en France? Alors le football, c'est le sport le plus populaire au monde. Il reste le sport le plus pratiqué en France. La Fédération française de football a comptabilisé plus de 2 millions de licenciés l'année dernière. Et le nombre de licences féminines a été multiplié par 3 en 10 ans. On compte 163 605 de licences féminines sur l'année 2021-2022. En plus, le foot féminin ne cesse de se développer et ne cesse de se médiatiser. Quels sont les bienfaits de ce sport? Alors sur le plan physique, le football apporte une meilleure condition. Il permet d'améliorer le cardiovasculaire, l'endurance, la respiration. Il apporte également du tonus musculaire et une résistance osseuse. C'est avant tout un loisir, donc le plaisir est le premier objectif à rechercher. Et évoluer dans une équipe à un poste précis où l'on a des responsabilités, eh bien, ça permet de prendre confiance
confiance en soi et de développer sa personnalité. Et s'engager justement dans un sport collectif, ça apporte de l'épanouissement personnel, mais aussi l'appartenance à un groupe. Et le football contribue à développer, bien évidemment, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, l'esprit de compétition aussi. On en parle tout de suite avec nos invités, l'Expression orale. Expression orale avec Baptiste Durieux, qui est journaliste chez RTL, spécialiste de football, avec Kevin Cho, qui est joueur de football à Paris 13 Atletico, et Cédric Angebar, via Skype, ancien pro, poste de défenseur, entraîneur de football à Blois, le Blois Football 41. Petite séquence émotion, petite séquence fiesta justement avec Blois, ça donne ça. Cédric Angebar, toi aussi tu chantais pendant cette fiesta dans les vestiaires ou pas? J'ai essayé de voir sur les images, mais je t'ai pas vu chanter. Non, c'est leur moment en général. Je viens faire le discours d'avant le cri de guerre et derrière, après, je les laisse. C'est leur moment. Le coach, à un moment donné, il faut qu'il s'éclipse et puis il y a les journalistes à parler. Donc non, j'étais pas sur la séquence. Bon, je précise, vous n'êtes pas champion, mais vous avez obtenu votre maintien. C'était assurément l'un des objectifs de la saison. Quel est ton sentiment justement après cette saison, on va dire, autant en couleur et à la fin, effectivement, ce maintien qui a été obtenu de haute lutte? Non, mais on le voit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on monte en national, mais c'est juste un soulagement de la part de tout le monde. On a une saison compliquée. Je suis arrivé en début de saison dernière, donc au mois de juillet, j'ai dû reconstruire un groupe, j'ai dû refaire des choses, remaniement, j'ai dû enlever certains joueurs qui étaient là depuis longtemps, donc ça a mis des remous et donc ça a été une saison compliquée. On a été avant-dernier au mois de novembre. Tout le monde nous voyait descendre. On a l'un des plus petits budgets de National 2. Donc à la fin de réussir, c'est une fierté déjà pour moi parce que c'est ma première saison. Donc j'ai réussi l'objectif. Mais aussi pour le club. Aujourd'hui, on voit qu'avec tous les remaniements de clubs et des compétitions, il y aura beaucoup moins de clubs la saison prochaine en National 2. C'est très compliqué pour les clubs amateurs et les tout petits clubs de se maintenir. Et donc, on a réussi l'objectif. Et c'est pour ça que tous les joueurs l'ont fêté comme une montée. Mais c'est ça, le foot. Ce sont des émotions qui passent et c'est ce qu'on essaie de faire véhiculer. Et je suis content parce qu'on a vécu cette année des émotions et c'est ce qu'on espère dans le football. Kevin, bon, je ne montre pas les images parce que forcément, c'était pas la même ambiance à Paris 13 Atletico, même si vous avez reçu, on a vu lors des 2 dernières journées, le soutien de bon nombre de supporters. Vous, c'est l'inverse. Vous, c'est la descente, si je me souviens bien. C'est ça, exactement. Et du coup, tu vas, toi, évoluer normalement à l'échelon inférieur. Comment on vit une saison comme ça? J'imagine que sur le plan physique, bien sûr, mais dans la tête, ça va être quand même assez compliqué. Oui, c'était vraiment une saison un peu galère, je veux dire. On a eu beaucoup de bas, vraiment, que ce soit dans le groupe ou au niveau des matchs. Tu le sens dès le début, ça, quand tu commences mal la saison, que la saison risque d'être longue, effectivement? Pas vraiment dès le début, c'était plutôt vers le mois de novembre, octobre, où on a senti que vraiment on avait de la malchance dans les matchs. On n'arrivait pas à se procurer beaucoup d'occasions. Donc ça fait qu'après, il y a une certaine forme de découragement de la part des coéquipiers. Bon, on a essayé de relever la tête, mais ça a été un peu compliqué. Maintenant, vous connaissez la suite Bien sûr. De la saison qu'on a faite. Et puis, bon, c'est le foot. C'est le foot. Oui, effectivement, il faut peut-être courber les chines un petit peu, faire le dos rond et puis faire ce qu'il faut après pour remonter le plus vite possible, parce qu'on sait que c'est l'une des choses les plus difficiles. Baptiste, comment on explique le carton du foot en France? Alors oui, il y a 2 millions de licenciés, mais au final, on est un petit pays. J'ai l'impression qu'on inonde de talent la planète entière. Le joueur français à la cote. Le joueur français à la cote, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'Île-de-France, c'est le 2e plus grand vivier au monde. Il y a Paris et sa région, et il y a Sao Paulo au Brésil. Donc il y a une capacité, effectivement, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, à former des joueurs extraordinaires et de très haut niveau. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, à 10 minutes d'ici, il y a des clubs amateurs avec des joueurs qui sont extrêmement talentueux. Et il y a effectivement cette capacité à former des joueurs de par les formateurs, de par beaucoup d'agents qui travaillent, de par des détections qui sont assez
assez poussé. Ici en France, il y a l'INF Clairefontaine, il y a des centres de formation qui sont extrêmement réputés parmi les clubs professionnels. Donc effectivement, oui, la France est un grand pays. Tu dis qu'on n'a pas des installations de folie, par exemple comme aux États-Unis. J'imagine, dès qu'on voit les infrastructures, on se dit les athlètes, ils évoluent dans des structures incroyables. Bien sûr, si l'INF Clairefontaine assez top, mais on n'a pas forcément que des structures comme ça. Et pourtant, on arrive à sortir des joueurs incroyables. Bien sûr, non, après, les structures, c'est important. Et il y a un vrai travail qui est fait d'ailleurs par la fédération pour essayer de redistribuer justement au mieux possible l'argent pour que les clubs puissent investir, parce que c'est effectivement très important. Mais même à Clairefontaine, d'ailleurs, c'est pas le plus beau centre d'entraînement au monde. Il y a des nations qui sont un peu moins cotées que la France, qui ont des installations qui sont plus modernes. Mais après, voilà, le foot, ça se joue pas. C'est pas que des beaux terrains de foot. Voilà. C'est aussi une qualité de formation et une qualité de joueur, tout simplement. Cédric Angebar, le joueur français, c'est celui qui s'exporte le mieux. C'est le mieux formé, le plus. Celui qui s'adapte le plus aux différents championnats, aux différents types de jeux. Je ne sais pas si c'est celui qui s'exporte le mieux, par contre c'est celui qui s'adapte le mieux. C'est vrai que je suis allé en Inde de 3 ans et le joueur français, on sait qu'il est régulier, qu'il est travailleur, qu'il est au niveau éducation, c'est quelqu'un de bien. Donc c'est vrai que c'est facile pour les entraîneurs étrangers de récupérer un Français. Quel est l'impact, Baptiste, d'un Kylian Mbappé sur le foot français? Est-ce que c'est quantifiable au niveau des licenciés? Je parle de Kylian Mbappé, mais ça peut être Antoine Griezmann, ça peut être Paul Pogba, mais c'est vrai que Mbappé est régulièrement sacré meilleur joueur du championnat de France. Et au niveau mondial, on voit qu'il cartonne. Oui, c'est le numéro 1. En fait, l'impact d'Mbappé, c'est inquantifiable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un impact sur nous tous, toutes les émotions. Il marquait un triplé en finale de Coupe du Monde il y a 6 mois. Il a un impact politique aussi. C'est-à-dire que toutes ces décisions, toutes ces prises de parole, toutes ces prises de position, elles sont extrêmement commentées. Et de par ce fait-là, effectivement, il a une influence sur l'opinion publique. C'est vrai, ça dépasse même le cadre du football. Exactement. Et puis effectivement, pour les enfants, ça va sans dire, c'est la star absolue, c'est l'idole. Quand vous allez au Parc des Princes, par exemple, il y a plus d'enfants qui sont fans de Mbappé que de Messi ou de Neymar. Donc voilà, Mbappé a pris une place évidemment prépondérante dans le football français pour les enfants et pour tout le monde d'ailleurs. Toi, le foot, ça a commencé quand, Kevin? Un peu tard. Ouais. Un peu tard. Parce que tu as commencé par d'autres sports? Ou j'étais plus basket. J'étais plus orienté basket quand j'étais plus jeune. Quel poste? Pivot. Pivot? Ouais. Et après... Tu as été rapidement grand, toi. C'est en général, quand t'es pivot... Allez, t'es grand, allez, tu vas jouer sous le panneau, toi. Ouais. Et après, c'était avec des potes, on jouait souvent au futsal. D'accord. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment peut-être vers 10-11 ans à jouer dans le club de ma ville. Ouais, c'est quelle ville? À Villiers-le-Bel, ouais. C'est ça. Et après de là... c'est vrai que Villiers-le-Bel, après, on est très ballon, enfin, on est très football là-bas. Exactement. Tu as été rattrapé par la patrouille. Exactement. Vous avez des joueurs qui ont percé au haut niveau aujourd'hui, Mike Maignan, et John qui est au Clermont Foot. Et c'est de là que j'ai attrapé la fièvre du ballon rond. Et après, j'ai continué à gravir les échelons. Mais justement, alors comment ça... Parce que tu dis comme ça, mais c'est pas si simple comme ça, que ça. Quand as-tu pris ta première licence? Et surtout, quand tu t'es dit, tiens, moi, je veux faire ma carrière dans le ballon? Ça s'est passé quand? Tu as eu un déclic ou ça s'est fait au final naturellement? Je pense que j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai commencé à jouer à Villiers-le-Bel. On avait une sorte de sport-études en partenariat avec Rennes. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que oui, je pense que j'ai une place à prendre. Parce que j'étais souvent titulaire. D'accord. Et on faisait beaucoup d'allers-retours avec Rennes. Entre Villiers-le-Bel et Rennes. Ouais. Et du coup, après, ça s'est fait naturellement. J'ai été recruté par Lille. Et du coup, après... Tu joues à quel poste? Parce que j'ai demandé pour le basket, mais... Ailier ou attaquant de pointe. Tu joues attaquant de pointe. Il est loin le temps où tu étais sous l'arceau, au pivot, à prendre des coups. Cédric Angebar, il y a une différence de génération. Il est plus facile aujourd'hui de se faire repérer ou c'est plus compliqué? Je pense bien sûr à l'avènement de tous les réseaux sociaux, toutes les vidéos. On est quand même dans une société de l'immédiateté avec toutes ces images. C'est plus facile de se faire repérer ou au contraire encore plus de compétition, plus de... Ouais, je pense que c'est de plus en plus dur parce que c'est vrai que avant le bon joueur, on le voyait tout de suite et puis c'était du bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui mettent sur les réseaux, ça vient de partout. Je suis dans le recrutement de mon club et j'ai déjà eu au moins 200 CV, donc on ne peut pas regarder tout, on essaye, mais c'est compliqué. Avant, le bon joueur, il sortait automatiquement. Aujourd'hui, c'est plus du bouche à oreille, c'est vraiment par les réseaux que ça passe. Il faut vraiment faire le tri et des fois, c'est vraiment compliqué. Maintenant,
on laisse une chance à tous les joueurs dans le football français. C'est vrai qu'on vienne du monde amateur ou qu'on vienne de centres de formation, tout le monde peut réussir à sortir à un moment donné. Il faut juste être patient, être performant et la chance, on l'a une fois dans notre vie si on est bon. Voilà, j'en suis persuadé. Baptiste. Oui, non, juste pour dire que c'est un véritable parcours du combattant. On a parlé du chiffre, il y a plus de 2 millions de licenciés. Même pas 1% de ces licenciés deviennent joueurs professionnels, sachant que joueur professionnel, ça ne veut pas dire Mbappé. Hein. Ça veut dire aussi joueur de Ligue 2, de National. Ça n'est pas forcément très médiatisé. On ne peut pas forcément en vivre très confortablement. Et ensuite, effectivement, il faut rejoindre un centre de formation. Ce qui est très difficile, se faire détecter à un âge très jeune. C'est-à-dire que parfois, il y a des mômes qui ont 11 ans, 12 ans, à qui on demande, ne serait-ce que psychiquement, d'avoir la maturité d'un joueur peut-être de 17-18 ans. C'est fou. Et ensuite, il y a les contrats apprentis, les contrats aspirants, les contrats stagiaires, pour ensuite arriver, au nec plus ultra, le contrat professionnel. Mais il faut bien expliquer que c'est un sacrifice de toute une vie, de toute une partie de sa vie, de l'adolescence, de l'enfance, et que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour vraiment réussir dans le football en tant que tel. Irina. D'ailleurs, Kevin, faut-il savoir jouer à plusieurs postes pour être un bon joueur? C'est quoi un bon joueur pour vous? C'est un atout d'avoir une polyvalence, surtout dans le football d'aujourd'hui. Dans le football d'autrefois, je pense que c'était plus standardisé. Mais dans le football d'aujourd'hui, oui, avoir une certaine polyvalence, c'est un atout en plus. Cédric, tu es d'accord avec ça, justement, les joueurs d'aujourd'hui, et on le voit encore une fois avec la dernière sélection dans la liste de Deschamps, effectivement, avec des joueurs qui sont pour le moins polyvalents. On peut dire Kamavinga, mais c'est pas le seul. C'est une qualité première aujourd'hui. On va vers ce football-là. Oui et non. Après, faut pas être trop polyvalent parce que après le coach il le prend en couteau suisse, c'est le joueur qui est polyvalent et on le met un peu remplaçant et on veut y dépanne un peu partout. Donc c'est aussi compliqué pour le joueur lui-même. Maintenant, faut être au service du collectif, c'est surtout ça. Aujourd'hui, on tend vers une société qui vient de plus en plus individualiste. Et il faut vraiment, les joueurs, aujourd'hui, un coach, il recherche vraiment le joueur qui est un peu plus collectif, qui va se sacrifier pour l'autre. Et il faut qu'on retrouve un peu ces valeurs qui ont été perdues peut-être par moment et qui se perdent aujourd'hui. Et c'est notre rôle aujourd'hui d'éducateur et d'entraîneur même de haut niveau de faire comprendre que le football est un sport collectif. Je leur dis souvent à mes joueurs, si vous voulez faire un sport individuel, allez faire du tennis, c'est plus simple. Mais aujourd'hui, on joue pour une équipe et on ne joue pas pour soi. C'est plus simple et aussi tellement dur le tennis, parce que c'est vrai que quand tu flanches sur le plan mental, il n'y a plus personne. Donc, tu laisses filer le match et ça peut aller très vite. On le voit en ce moment à Roland-Garros, Baptiste. Non, j'allais dire, ne me lancez pas sur la performance des tennisman français. Ah non, non. Parce que je suis remonté depuis le début de ce tournoi, en fait. Bah, oui. Mais bref, c'est un autre débat. C'est un autre sujet. On pourrait faire une émission entière. On va faire notre émission. On va attendre la fin du tournoi et on fera assurément une autre émission. Pour réussir, Kevin, il faut travailler dur, forcément, beaucoup, avoir la chance aussi et surtout ne pas se blesser. Ouais, surtout ne pas se blesser. Toi, tu as connu la blessure, justement? Oui, j'ai une grosse blessure à l'aine et je me suis fait opérer il y a 2 ans. D'accord. Du coup, revenir après, c'est un peu compliqué, mais surtout, il faut être consistant. D'accord. Consistant dans la performance et avoir une certaine détermination pour ne pas flancher. Et à ton avis, c'est ce qui fait la différence, tout petit, justement, qu'on a 12, 13, 14 ans? Oui, que ce soit tout petit ou plus grand, c'est vraiment le mental qui détermine un joueur. Ouais. Cédric, à Blois, vous les prenez à quel âge? Vous avez un centre de formation à Blois? Je ne me suis pas renseigné. Non, on a beaucoup de jeunes issus de Blois et ses alentours. Donc non, il n'y a pas de centre de formation. On récupère de temps en temps sur Orléans autour parce qu'on a des U17 en nationaux, mais c'est ce que je me bats aussi, c'est mes idées, mais je ne suis pas pour délocaliser des joueurs très jeunes. Je pense qu'ils ont une enfance à vivre et qui jouent dans leur ville ou dans leur quartier, c'est aussi bien jusqu'à 16-17 ans. Et après, il y aura tout le temps de les avoir et de les travailler. Aujourd'hui, on veut des jeunes pros à 16 ans ou 17 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt et on en perd beaucoup à cause de ça. Alors oui, il y a des Mbappé qui sont très jeunes et très vite là-haut, mais il y en a combien qu'on perd et qui se retrouvent à 17-18 ans sans rien, 19 ans sans rien et qui ont eu le rêve d'être professionnel et qui se retrouvent à rien faire, sans diplôme, sans rien. Donc c'est pour ça que je suis pour qu'on les récupère le plus tard possible. Irina. Oui, Cédric, justement, qu'est-ce qu'on apprend quand on débute le foot? On commence par quoi? À quel âge? Jeune? Oui. Non, le plaisir. Moi, c'est toujours ça. C'est le plaisir d'être ensemble. L'éducatif, c'est vrai que les clubs de foot amateurs ont un rôle éducatif.
respecter des règles, respecter une hiérarchie parce qu'il y a un entraîneur, faire des efforts pour les uns les autres parce que c'est aussi comme ça la vie. Je pense qu'il faut donner aux autres pour être meilleur. Et après, la compétition, pour moi, elle vient bien loin derrière. Alors bien sûr, ça fait toujours plaisir de gagner ensemble, mais il faut accepter de perdre ensemble aussi parce que ça fait partie du sport. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais la première chose, c'est qu'il faut qu'un enfant soit heureux. S'il n'est pas heureux, il faut changer de sport ou il faut se mettre dans autre chose. C'est quand même pas mal de sacrifices, même pour les parents, parce que moi je vois, c'est la hantise de certaines amies de ma femme. Tu te dis, ah non, je vais faire du basket ou du foot. Basket, c'est à l'intérieur. Foot, ah non, ça y est. Tous les week-ends en hiver, à l'extérieur, tous les dimanches matins, dans le petit minivan. Et en plus, pour peu qu'ils perdent, et là, c'est ton week-end qui est foutu. Oui, c'est terrible. Pour lui rendre hommage, je travaille souvent avec Xavier Domergue, remarquable commentateur sur M6 et sur RTL, qui effectivement accompagne son petit garçon tous les matins, souvent le week-end, souvent très tôt, souvent très loin. C'est de sa faute, il doit transmettre le virus. Là, exactement. Il peut pas faire autrement. Et puis effectivement, parfois, qu'il fasse moins 12 ou 24 degrés avec un petit apéro, c'est pareil. Hein, c'est comme ça. Mais les parents, c'est un vrai problème aussi. Hein. Attention, parce qu'il y a beaucoup de parents qui mettent beaucoup de pression sur les enfants. Alors, quand vous voyez justement, sur la ligne de touche, là, c'est affreux. Hein, justement, Cédric, le plus dur à gérer, c'est les enfants ou c'est les parents au final? Même si je sais que tu as des grands-enfants, toi, dans ton équipe. Mais... Ouais, ça va. Non, j'ai eu des 17. Non, c'est les parents, parce que certains voient déjà en leurs enfants les futures stars du football. Mais ça a toujours été. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a de plus en plus de pression. Les enfants n'ont des fois pas envie d'aller au foot et les parents les forcent en disant « Allez, il faut que tu y ailles parce que c'est comme ça que tu seras pro ». À un moment donné, je reviens toujours au même point, c'est toujours le plaisir qui doit passer avant tout et pas le but à la fin d'être professionnel, il arrivera si ça doit arriver. Le but, c'est de former des gens qui soient heureux et de faire ce qu'ils font. Et les parents, c'est vrai que c'est un vrai fléau aujourd'hui du football et c'est pour ça qu'on essaye de savoir un petit peu l'importance de la famille dans le foot et quelle pression elle met à l'enfant avant de s'avancer un peu plus sur le sportif. Toi, Kevin, tu avais de la pression? Non, du tout. Non, du tout. Comment ta famille t'a accompagné? Du coup, ils t'ont laissé libre cours et t'ont fait confiance, tout simplement? C'était vraiment la passion. Parfait. C'était vraiment la passion. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, comme l'a dit le coach, c'est vraiment les parents mettent beaucoup de pression. Et après, dans le monde professionnel, c'est pas tout le monde qui réussit à performer. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment de la détermination pour rester pro parce que une fois le step passé, c'est vraiment dur. L'info en plus, c'est avec Irina Capron. Et pour cette info, en plus, Irina, tu nous parles de plusieurs arbitres de football qui ont décidé de se mettre en grève. Effectivement, en mai dernier, des arbitres de football amateurs du district parisien se sont mis en grève pour lutter contre les violences commises à leur égard. Ils sont souvent les grands oubliés de la rencontre du week-end. Pourtant, sans eux, il n'y aurait pas de match. Alors, les arbitres sont régulièrement pris à partie lors des matchs, en proie à une crise de vocation. La réduction du nombre d'arbitres peut poser des problèmes structurels. Mais il faut savoir qu'il existe une journée d'arbitrage organisée par la Poste en octobre pour justement susciter des vocations. Cédric, on n'a jamais trop respecté les arbitres en France, c'est culturel? Je sais pas, ça évolue quand même à haut niveau. Après, c'est plus à bas niveau. C'est vrai qu'on a l'impression que sur des joueurs amateurs, ils jouent leur vie tous les week-ends, alors que le lundi, ils iront au travail comme d'habitude, peu importe le résultat. Je pense que c'est vrai que l'arbitrage, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour les instances aussi, mais il faut qu'on arrive à comprendre qu'un arbitre, il est humain, il fait des erreurs et que, alors oui, à haut niveau, il y a des enjeux financiers qui sont vraiment importants, donc je peux le comprendre, mais à bas niveau, à un moment donné, il faut qu'on reste à notre place et au contraire, il faut qu'on aide les arbitres à ce qu'ils soient plus sereins. Voilà, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Lynn, t'as déjà tenu un sifflet ou pas? Non, jamais. Parce qu'il paraît qu'il faut se mettre dans la peau de l'arbitre pour voir à quel point, effectivement, c'est un métier difficile, il faut prendre des décisions très rapides. Oh, t'es arbitre, toi? Non. Non, mais justement, l'ancien arbitre professionnel Saïd Njimi demande à Mbappé de revêtir un maillot d'arbitrage et d'expliquer un peu le rôle dans une campagne. Est-ce que c'est aux joueurs de montrer l'exemple? Je pense que c'est à tous les joueurs et entraîneurs aussi de donner l'exemple parce que c'est pas facile d'arbitrer. Souvent, après une décision arbitrale, sous l'émotion, le joueur est un peu énervé. Surtout les entraîneurs aussi, tu as raison. Exactement. Sortir de la zone et tout. Je pense que c'est aux joueurs et aux entraîneurs, pas que les joueurs en fait. Cédric, c'est aussi ton sentiment?
Oui, oui, mais il y a une évolution. On voit avec l'arbitre qui a une oreillette, un micro aujourd'hui, ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'ils vivent sur le terrain. Il y a une évolution qui commence à se mettre en place aujourd'hui à haut niveau et ça va découler petit à petit sur le niveau amateur. Je pense qu'on va y arriver tout doucement, mais encore une fois, c'est le rôle de chacun d'aider parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir du foot. Aujourd'hui, l'arbitrage, si demain il n'y a plus aucun arbitre, un match de foot, il ne pourra pas se faire. Donc on a tous notre rôle, joueur et entraîneur. Baptiste, on le disait en début d'émission, c'est pas un secret, la France qui brille sur le plan international, sur le plan des résultats au football, et pourtant on a toujours l'impression qu'on a un pays qui n'a pas vraiment une culture football, qui manque de culture football. Ah oui, c'est T'as le sentiment que c'est en train de changer ou pas du tout? Honnêtement, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, quoi. Tu sens que... Non, mais exactement, c'est pas l'Angleterre non plus. C'est pas l'Angleterre. Néanmoins, en France, il y a des exceptions, un peu comme des villages d'irréductibles, c'est-à-dire qu'il y a Lens, dans le J'allais Nord. dans l'Anche-Nord, voilà. C'est pas Valenciennes, voilà. De toute façon, je vous ai pas dit en début d'émission, il y a le team Schnorr, là, hein, à droite, tu vois. Je vais parler du sud juste après. En fait, il y a Lens et Marseille, qui sont deux écosystèmes, deux microcosmes où vraiment ce sont des villes de foot en tant que telles. Vous allez en Bretagne aussi, c'est formidable. Vous allez à Lorient. Tu vois le nombre de clubs qui sont pros, c'est incroyable. Donc effectivement, puis il y a même Saint-Etienne, c'est extraordinaire. Mais effectivement, d'un point de vue global, vraiment sur les 66 millions de Français, il n'y a pas ce côté et cette culture ultra, cette culture du supporterisme. Les Champs-Élysées sont remplis pour une finale de Coupe du Monde, et c'est bien normal, quand elle est gagnée surtout. Mais sinon, effectivement, il y a cette... T'as pas la mamie italienne qui va te parler, est-ce que tu défends en zone ou est-ce que tu défends en individuel, quoi. Il y a un rapport au sport en général, pas qu'au football, qui est effectivement un peu ambivalent en France. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, totalement d'accord, surtout quand on voit en Angleterre et en Allemagne. Comment les supporters supportent leur équipe, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Rien à voir, rien du tout. Ouais. Et toi, tu as déjà eu des envies d'ailleurs? Est-ce que tu n'as joué qu'en France ou tu as déjà joué Non, j'ai évolué aussi à l'étranger, dans plusieurs pays, la Grèce, la Chypre, Bulgarie. Ah, on parlait de ferveur, je crois qu'en Grèce, dès que tu dis Grèce et Turquie, je crois qu'ils sont pas mal. Ouais. La Turquie, c'est au-dessus de tout. De tout, quoi. En foot et en basket, tu me diras n'importe quel sport là-bas, c'est... Oui, non, c'est au-dessus de tout. C'est des dingos, quoi. Les Grecs sont pas mal aussi. Les Grecs sont pas mal, non, mais c'est vrai que c'est complète, le Panathinaikos et tout ça. C'est vrai. Cédric, l'Inde aussi, c'est pas mal, il paraît. Alors, je ne savais pas, mais... Alors, je le savais pour le cricket, mais alors pour le foot, c'est la folie? Ouais, ça dépend des villes. Les grandes villes comme New Delhi ou Bombay, un peu moins, parce que c'est tellement grand qu'il y a peu de monde qui sont au stade. Par contre, moi, j'ai joué au Kerala, à Kochi. Et là, il y avait la ferveur. On a joué souvent dans des stades de 70 000 personnes où les gens nous attendaient 2 heures ou 3 heures avant le match. Ouais, c'était vraiment bien. Pourquoi tu as arrêté l'aventure là-bas pour ensuite revenir plus près de tes racines au final et jouer devant 150-200 personnes? Ça doit faire bizarre, non? Ouais, non, c'est juste que je suis allé là-bas pour vivre autre chose. C'était des championnats de 4 mois. Donc c'était assez court, assez rapide, parce que la vie en Inde n'est pas tous les jours facile. Et puis après, on vieillit, et puis on est moins bon, et puis il y a moins de clubs qui veulent de nous. Voilà, on passe à l'après-carrière, c'est comme ça. Donc je suis revenu en France. Comment on gère l'après-carrière, justement? Pour toi, le coaching, c'était une évidence? Non, j'ai vadrouillé entre différents métiers où j'ai cherché des choses qui ne me plaisaient pas spécialement, mais j'ai essayé. J'ai été coach dans une salle de sport, j'ai été mandataire dans une assurance, j'ai essayé. Puis à un moment donné, on se dit que le terrain, ça nous manque, c'est les émotions du foot, on les retrouve nulle part ailleurs. Et on a envie de les refaire, donc j'ai passé mes diplômes, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, 4 ans après, je suis entraîneur en N2, mais comme je l'ai dit, dans le sport, on cherche les émotions, et c'est rare qu'on les trouve dans d'autres métiers. Donc c'est pour ça. Merci à tous les trois, merci pour vos témoignages, et merci à notre nouvelle mascotte de Valenciennes, l'amie Irina Capron. Merci à Baptiste, merci à Kevin et merci à Cédric. Irina, on se retrouve demain? Oui. Un nouveau sport, de nouvelles aventures, bien évidemment. Merci de votre fidélité. À très vite.